Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui continue notre cheminement sur la méthode Silva, toujours avec Lily Pasco. Et aujourd'hui, on va pas faire un From the Founder, on va partir sur un questionnement que je me pose concernant la méthode et le travail que ça peut donner en psychothérapie. Alors, psychopratique, sachant que thérapie étant une sémantique qui est bien spécifique, mais sachant qu'initialement, la méthode Silva est basée sur de l'auto-hypnose, et on peut dire que c'est un style d'auto-hypnose, mais qui a pour but de développer la clairvoyance, l'intuition et trouver des solutions. Ce qui m'interrogeait, c'est que dans les livres, j'ai rarement lu au sujet pur de psychothérapie, c'est-à-dire de cheminement personnel pour un mieux-être, un équilibre psychique. J'ai souvent eu la notion de détente, de relaxation, d'apaisement, d'organisation potentielle d'un futur, de solutionner des problèmes à venir ou autres, d'éventuellement d'avoir une projection de soi-même sur le futur, une visualisation de soi. Mais est-ce que toi, de par toute ton expérience, tu as eu un écho ou une sémantique qui a été utilisée par le groupe Silva de façon générale pour un rapport au travail sur la psyché, comme on pourrait le dire en auto-hypnose, qui peut être un travail complètement psychothérapeutique, ou en tout cas un complément au travail psychothérapeutique que tu fais en hypnothérapie ou en psychothérapie de façon générale. Est-ce que tu as déjà eu écho de cela, ou est-ce que tu as des moments spécifiques peut-être que José a partagé sur cette idée de la psychothérapie? Ok, alors d'abord, pour moi, puisque c'est contrôle mental, tout ce qu'on fait, en fait, c'est sur le psyché. Même si on travaille sur le corps physique, c'est à travers le psyché. Alors, est-ce que c'est psychothérapie quand même? Alors là, je vais simplement citer ce que j'ai entendu des dizaines de fois dans la formation des instructeurs. Silva, ce n'est pas une thérapie. C'est une méthode de développement personnel. Parce qu'en fait, thérapie implique qu'on est malade. C'est tout. Mais quand on fait Silva, on va de mieux en mieux. Ce qui ne veut pas dire forcément qu'on commence dans une situation négative ou malade. Alors, c'est vrai, et je veux beaucoup en parler, en fait, qu'on a des résultats qu'on peut carrément dire étaient très thérapeutiques, si tu veux. Mais à l'origine, c'était simplement pour aller mieux, pour résoudre des problèmes, pour créer un meilleur monde. Ce n'était pas pour justement une thérapie, entre guillemets. Et effectivement, j'essaie aussi d'éviter trop cette idée parce que justement, j'ai eu une fois un appel d'une dame qui disait, écoute, j'ai des amis qui ont ceci, qui ont cela, et elle a donné toute une liste de problèmes et dit, je les ai envoyés faire la méthode Silva, je crois que ça peut les aider. J'ai dit, bien sûr que oui. Et je dis, mais vous, parce que je ne connaissais pas qui c'était, mais vous n'avez pas fait la méthode Silva. Non, il dit, j'ai pas particulièrement de problème pour le moment. Là, je dis, mais mon Dieu, il ne faut pas que les gens pensent qu'on vient à Silva uniquement pour résoudre des problèmes. On peut être très bien, mais vouloir quand même évoluer, aller mieux, découvrir son vrai potentiel. Si on dit, je n'ai pas de problème, on va stagner quand même. Mais si je peux toujours obtenir quelque chose de mieux. Donc, pour moi, voilà le but. Et pour beaucoup de gens, ils se comprennent pas. Ils ne savent pas quel est le vrai potentiel. Maintes fois, j'ai entendu des gens dire, mais vous êtes beaucoup plus intelligent que vous croyez et vous avez les réponses à l'intérieur de vous. Et là, justement, ça peut être en auto-hypnose, ça peut être en méditation, ça peut être en Silva, mais on découvre des choses extraordinaires quand on sait comment aller à l'intérieur de nous. Bon, alors, ça, c'est une partie de la réponse. Quand je me pose une question, je réponds longuement. Oui, mais j'aime bien là ce que tu mets en avant. C'est-à-dire que là, dans ce que tu dis, c'est que la méthode Silva, c'est un travail pour développer, travailler sur soi, avancer, évoluer. Souvenez-vous ce qui est souvent dit, il est mieux d'utiliser la méthode Silva quand vous allez bien pour vous préparer au cas où ça ne va pas bien. Oui, tout à fait. Et dans cet ensemble global, donc de techniques pour se développer dans sa personne, dans sa psyché et dans sa vie quotidienne, on peut dire, en tout cas, moi je l'entends comme ça, qu'on pourrait avoir une facette psychothérapeutique, un travail sur soi, si besoin en est, et si on en a besoin d'orienter la méthode de cette façon-là. Mais de façon générale, ce n'est pas
une méthode dite de psychothérapie, ça peut être pris comme un outil complémentaire pour sa thérapie, mais ça ne se substitue pas. Oui. C'est bien ça. Parce que moi aussi, hein, régulièrement, quand les gens me disent j'ai besoin de travailler sur moi, je dis va voir un thérapeute. Non, mais j'ai pas envie de travailler avec un thérapeute. Je l'entends. Donc je dis il faut que tu bosses sur toi. En général, tu as les méthodes d'auto-hypnose, c'est bien. Ça peut déjà au moins te donner des bases. Et dans les méthodes d'auto-hypnose, moi, je donne la méthode Silva. Je dis, tu vois, il y a plein de méthodes d'auto-hypnose. Et la méthode Silva, ce qui est cool, c'est que ça, outre le travail de transe, de travail sur plein d'autres sujets, tu pourras mieux comprendre comment tu gères tes trans, comment tu gères tes suggestions, comment tu peux déjà avoir tout un travail, alors là, clairement thérapeutique sur l'attention de la verbalisation, ton langage intérieur, les images que tu te mets dans la tête, les images que tu projettes, les attentes que tu attends. Mais effectivement, ce n'est pas le but de la méthode. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais qu'on en parle, parce qu'on peut facilement se dire, je viens pour la méthode pour aller mieux. Et comme tu dis, ce n'est pas nécessaire d'aller mieux, sachant qu'à la base, le but est de développer son intuition et de faire un monde meilleur. C'est quand même des éléments qui sont un peu différents. Et il y en a d'autres qui vont dire, ouais, moi, je viens à la méthode pour apprendre les cas et donc pour travailler sur d'autres, donc devenir un healer, devenir un guérisseur, chez nous, on appelle ça. Mais là aussi, ce n'est pas le but de la méthode. Le but, quoi, c'est pas le but premier de la méthode. Après, on peut réexploiter la méthode comme on veut, mais ce n'est pas l'objectif de fond. Alors, ça, c'est intéressant, vu que tu l'as entendu beaucoup au niveau de l'instructeur. On précisait bien, ce n'est pas un cheminement thérapeutique. Alors, comment toi, tu perçois cette facette, juste cette petite facette de la méthode de travail sur soi pour aller mieux? Est-ce que toi, tu l'orienterais comme une psychothérapie ou comme un travail différent de développement de soi ou de découverte de soi? Quelle sémantique, toi, tu offrirais aux personnes qui t'interrogeraient sur cette facette, justement, de psychothérapie, entre guillemets, hein, cette petite parcelle de psychothérapie qu'il peut y avoir dans la méthode? Alors, justement, j'essaie d'expliquer à la personne, cette méthode peut devenir ta méthode à toi, parce que c'est pas un système de croyance ou une philosophie, c'est une boîte d'outils. Et tu peux prendre tout ce qu'on offre et tu peux trier, choisir, adapter, créer ta propre méthode pour tes propres besoins. Et peut-être, justement, tu viens au départ pour une certaine chose qui représente un vrai problème de ta vie. Et tu arrives à le résoudre. Et après, tu dis, ah, chouette, mais il y a d'autres choses dans la méthode. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Et souvent, c'est à ce moment-là qu'ils reviennent parce qu'ils ont été tellement focalisés sur qu'est-ce qui peut m'aider avec mon problème qu'ils oublient un peu le reste. Et c'est pour ça que souvent, au départ du cours, je demande pourquoi vous êtes... pas en public, mais je dis peut-être vous êtes venu parce que vous souffrez des symptômes de stress. Peut-être c'est parce que vous avez perdu votre chemin dans la vie. Peut-être vous êtes physiquement malade et vous voulez justement éliminer cette maladie ou vous avez un handicap quelconque. Peut-être vous venez par... Donc il y a... Et j'admets qu'il y a des gens qui viennent souvent parce qu'il y a une chose dans leur vie qui les trouble. Donc là, ils viennent vraiment pour un but thérapeutique. Il faut que la méthode Silva m'aide à sortir de cette maladie physique ou cette tristesse ou justement cette notion que je suis perdue dans ma vie, je n'ai plus confiance dans moi, etc. Donc, et la méthode est tellement basée sur ce qu'on a tous à l'intérieur de nous, ça peut répondre à toutes ces buts. Donc, la personne elle-même choisit si je veux ça pour une thérapie ou autre chose. Et pour beaucoup de problèmes, j'ai des gens qui sont venus strictement parce qu'ils ont un cancer, etc. Et souvent, ils arrivent ou à être complètement guéris ou bien à ne plus souffrir des symptômes. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Ils peuvent plus être diagnostiqués, ils ont la maladie, mais les symptômes ne les embêtent plus. Tu vois? Donc ça, évidemment, c'est thérapeutique. Et même quand, pendant très longtemps, je me suis dit, puisque Silva, c'est un alpha, on ne peut pas faire des choses qui sont profondes comme on peut faire en hypnose. Par exemple,
c'est pas une bonne idée, j'ai toujours dit, c'est pas une bonne idée de faire une régression à la cause toute seule parce qu'on n'a personne pour vous guider, pour vous dissocier et tout cela. Et là, il vaut mieux utiliser. Et puis, j'enseignais ça dans une hypnovision. Et il y avait un sujet qui était déjà diplômé, Sylvain. Il a dit, mais Lee, moi, j'ai déjà fait des régressions maintes fois dans mon laboratoire. Bien sûr. Et je dis, peut-être que je t'ai déjà raconté ça, je trouve ça adorable. Mais ça, il faut quand même de l'imagination. Il a pris quelque chose qui était une base et il a justement été inspiré par son imagination. Donc, moi, je lui dis, mais comment tu fais justement pour te sortir s'il y a une abréaction, etc., etc. Ah, mais il dit, moi, je fais ça dans mon laboratoire avec mon écran mental, qui justement, où on peut aller dans le passé, le présent et l'avenir, et je plonge dedans, je vais explorer le passé. Mais, il me dit, avant que j'y parte, vous avez adoré ça, il dit, je mets une corde autour de ma taille et je donne le bout de la corde à mes conseillers. Et je dis, je vais te faire signe quand j'ai besoin de sortir. Et il plonge dedans, il vit la régression, et puis quand il veut revenir, il vit doum doum, comme les anciens plongeurs, et puis on le ramène dans le laboratoire. J'ai dit, époustouflé. Je dis, mais en fait, si on ne se limite pas, on a tous les outils de base dans la méthode Silva, mais il faut quand même qu'on explore, il faut qu'on développe des choses qu'on peut faire. Et même moi, j'ai dit, non, 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 il vaut mieux ne pas faire ça. Et lui, il dit, mais si je l'ai déjà fait, ça marche très bien. Okay. Oui. Bon. Là, ce qui est intéressant, c'est que pour les personnes qui ont des besoins à un moment donné, parce que moi, je l'ai entendu en venant aux classes, des personnes qui venaient juste pour apprendre une technique, type le sommeil, type se réveiller, type mieux récupérer, type se déstresser, etc. Et ils venaient à la méthode que pour ça. C'est-à-dire qu'ils attendaient tel jour, le jour 2, ils voulaient apprendre ça, puis après, ils disaient, ouais, le jour 3, le jour 4, je m'en fous, les cas, je m'en fous, plonger dans un truc, je m'en fiche. Et effectivement, moi je l'ai observé, mais cette notion, elle est à prendre en compte. Ce n'est pas le but de la méthode. Le but n'est pas de dire c'est un système qui vous amènera vers une psychothérapie, vers un mieux-être, mais il peut y avoir. Hein. Tu prenais l'idée du cancer. Souvenez-vous que Simonton, il a bossé avec les logiques de la méthode Silva pour son centre et comme il disait, il ne sauvait pas des cancers puisqu'il ne prenait que des gens en phase terminale, mais il arrivait à permettre des années de vie en plus avec ce travail de visualisation, ce travail de relâchement, de relaxation, en gros alpha plus visualisation, et il y avait des années de vie en plus pour les personnes de sa clinique. Là, il y a pas mal de documents sur le sujet, donc c'est plutôt intéressant. Ce que tu dis en second que je trouve passionnant, c'est dire, peut-être que certaines personnes n'ont jamais fait de système de développement personnel avant, de travail sur soi. Moi, le développement personnel, maintenant, j'ai un peu le mot commence un petit peu à… Je trouve qu'il a été un peu galvaudé avec le temps et que tu as un peu l'impression que c'est que le développement très égotique de soi. Tu sais, c'est comme une espèce de marché. Toujours plus, c'est la nouvelle version de toi-même, etc. Toujours la notion d'aller plus loin à la place de dire c'est un travail sur toi pour te structurer, pour faire de toi des bonnes bases, pour corriger les bases qui parfois ne vont pas. Donc c'est vrai que moi, le mot développement personnel, je l'utilise de moins en moins. Mais on va dire de travail sur soi. Et là, si les personnes n'en ont jamais fait, ça donne une base qui est intéressante. S'ils en ont déjà fait, ils vont se rendre compte qu'il y a énormément d'éléments qu'ils ont certainement étudiés dans d'autres systèmes. Mais ce que tu rajoutes et que je trouve qui est intéressant, c'est que, et là on revient au cœur de notre podcast, c'est que ça reste une transe. Communication entre le conscient et le subconscient en diminuant le facteur de jugement, facteur critique. Et on sait donc que c'est une transe, et comme tu dis, c'est une transe qui n'est pas la transe en θ, donc une transe plus profonde, qu'on pourrait appeler somnambulique pour les personnes qui font plutôt le modèle NGH d'Evelman. Mais on sait déjà qu'un niveau de transe pas trop profond, on peut déjà avoir plein de phénomènes hypnotiques. C'est juste que la transe est moins stable. Néanmoins, l'intérêt, c'est que la méthode vous apprend à énormément jouer avec cette instabilité de la transe pour créer plein de choses, justement pour ne pas être dans une forme de léthargie, j'exagère un petit peu, mais de trucs très passifs. Au contraire, vous êtes toujours proactif, créatif, et l'imagination
vous permet d'aller dans plein de choses. Ce qui est chouette, et là, l'exemple que tu donnes, je trouve, est particulièrement pertinent, c'est que si à côté de ça, vous étudiez un petit peu, vous lisez des ouvrages, vous comprenez un peu comment fonctionnent les choses. Alors, ce qui est cool, c'est que je reprends Lee. Moi, j'aime bien sa structure. Elle est passionnée de la méthode Silva. Comme elle vous a expliqué dans son cheminement perso, grâce à Burt, elle a commencé à faire hypnovision, puis après, elle a fait NGH, etc. Et elle offre la possibilité de dire, même si la méthode, vous vous rendez compte que c'est un truc plus global pour l'intuition, la clairvoyance, le travail sur soi et trouver des solutions, si vous étudiez d'autres systèmes, là, on pourrait dire l'hypnose, vous pouvez exploiter ou comprendre les fonctionnements et les remettre au niveau Silva en alpha de façon générale. Donc, si vous lisez des ouvrages, que vous comprenez les process, il est possible que vous puissiez, grâce déjà à la base ultra claire que propose Silva, de réexploiter à votre manière, de façon, et là je reviens à ce que disait Lee au départ, de façon Silva, à votre façon, différents éléments que vous avez lus dans un livre de Gestalt, dans un livre d'analyse transactionnelle, dans un livre de TCC, etc. Parce que ça vous a parlé, parce que vous dites, je vais dans mon labo, et puis je vais travailler, on va reprendre le principe de double dissociation ou un principe très PNL de submodalité, et vous vous rendez compte que vous arrivez à le faire en comprenant les principes grâce et par la méthode Silva. Sauf que vous allez silvatiser le système. Donc, il y a un vrai potentiel qui est chouette parce que vous apprenez à gérer vos trans, gérer votre imagination, ne pas être passif et être tout le temps dans la capacité d'écouter les retours. Et peut-être un des points qui est fondamental dans un travail d'auto-psychothérapie, c'est être capable d'entendre, de s'entendre et de s'écouter. Parce que souvent, quand on va chez un praticien, c'est des thérapies du verbe, donc on parle, on exprime. Et souvent, le thérapeute va dire, tiens, c'est intéressant, tu as dit ça. Tiens, là, tu as une émotion qui ressort. Tiens, là, tu es en train de te crisper, body language, etc. Paraverbal. Mais quand on commence à avoir plus d'intuition, plus de capacité à s'écouter, plus de confiance dans ce que, moi, j'appelle le subconscient, va pouvoir nous apporter, vous allez être capable d'aller vers des cheminements d'écoute de vous beaucoup plus juste. Et dès lors, réutiliser tous vos outils Silva pour réussir à corriger ou en tout cas avoir des indices sur peut-être les choses à faire ou peut-être, comme l'a fait Lee tout à l'heure pour un truc, hier, un verre d'eau pour te dire, tiens, je vais peut-être aller là-dessus ou aller autre part. Et là-dessus, je pense que la méthode est hyper pertinente. En complément, ou en étant le socle de base et en le complétant d'autres éléments. Je ne sais pas ce que toi t'en penses. Tu vois, dire un petit peu cette espèce de méthode Silva comme socle de travail sur soi, pas que sur, comme tu dis, pas que quand on est mal, mais quand on est mal, étudier d'autres disciplines, l'hypnose en premier, mais après la TCC, la T, en tout cas tous les trucs qu'on aime, la PNL, et pouvoir ramener ces outils dans notre labo pour en faire nous-mêmes des outils potentiellement, même si il y a des moments où vous ne l'utiliserez pas comme ça, de psychothérapie. Tu en penses quoi de tout ça? Justement, parce que quand on fait la méthode Silva, c'est pas comme si on va voir un psychothérapeute et on résout ou non le problème. Parce que Silva devient en fait une méthode de vie. On utilise tous les jours pour les toutes petites situations, pour être plus concentré, pour être plus calme, pour trouver un objet perdu, pour mémoriser mieux des choses. Donc, en fait, ça devient vraiment un style de vie. C'est pas beaucoup plus qu'une psychothérapie, bien qu'il y a beaucoup d'éléments thérapeutiques. J'aimerais quand même te poser une question. Qu'est-ce que tu veux dire par la transe en alpha est instable par rapport aux autres? Elle est moins stable que la transe en θ. En fait, tu sais, dans la notion, alors là, c'est vraiment moi avec les années de pratique. J'ai constaté qu'il y avait des trans qui étaient soit trop conscientes, soit trop subconscientes. Or, quand on emmène quelqu'un au niveau somnambulique, la plupart du temps, on arrive à avoir un bon contact avec le subconscient, tout en laissant la personne avec la conscience de nous traduire les choses. Elle peut nous parler, elle peut avoir des prises de conscience et elle va nous le verbaliser, elle va pouvoir nous le dire. Parfois, on a le côté un petit peu déséquilibré de la transe où tu vois la personne en mode zombie, elle ne parle plus, elle a du mal à articuler.
pourrait attendre quand on fait de l'hypnose de scène. Tu sais, un truc où la personne va juste suivre les choses, mais ne va pas interagir verbalement avec moi. Donc, dans ce cas-là, on est un peu trop dans une transe déséquilibrée. Et parfois, c'est les somnambuliques profonds qui font ça, ceux où on a un peu déconnecté et le conscient et le facteur critique. D'un autre côté, on a aussi ceux qui vont dire je suis trop mental, j'arrive pas à lâcher prise, qui eux parfois vont être dans une transe, qui vont pas laisser assez place au subconscient et donc être trop dans le rationnel et ne pas être dans l'écoute de ses émotions, écoute des sensations corporelles, écoute des idées qui se passent par la tête. L'idée du somnambulique, c'est quand on emmène au niveau somnambulique et que ça commence à être stable, on sait qu'on a suffisamment de conscient et suffisamment de subconscient pour faire un dialogue qui est juste. Quand on est un petit peu plus en alpha, pour moi, on va être davantage dans une notion où c'est, et c'est normal parce qu'il n'y a pas d'opérateur, c'est le conscient qui va être un tout petit peu supérieur au subconscient parce que c'est lui qui va orienter l'imagerie, l'ensemble des autosuggestions, type je vais dans mon labo, je fais mes phrases, je parle à mes guides. Donc, si je n'ai pas mon conscient qui est un peu plus éveillé que quand je suis parfois au niveau plus bas, quand il y a un opérateur en l'occurrence, je risque de me laisser aller soit dans mon subconscient et donc avoir l'impression de m'endormir et revenir de la session en me disant j'ai rien capté. Donc, on a en alpha cet intérêt, et c'est d'ailleurs ce que Silva mettait beaucoup en avant. Pourquoi l'hypnose pour lui n'était pas intéressant? Parce que le partenaire, celui qui vit la session, le sujet, n'arrive pas à gérer par lui-même. Il est sous influence, contrôle, etc. C'était la sémantique qu'il avait un peu à l'époque de l'opérateur. Et être moins en transe, moins profonde, moins dans cette notion-là, permet d'avoir toujours un peu plus de conscient qui nous permet imagination, visualisation, puis l'ensemble des suggestions qu'on va se donner pour guider le mieux possible et le plus longtemps possible notre transe, notre travail en alpha, etc., etc. Donc pour moi, tu vois, il y a toujours un rapport d'équilibre de transe et de déséquilibre, et certains déséquilibres sont positifs, surtout quand on est en auto-hypnose. Un peu moins quand on est en hétéro-hypnose, c'est-à-dire quand il y a quelqu'un qui travaille. Ça te parle comme... Tout ce que tu dis par rapport à, oui, on doit se diriger soi-même, on devient soi-même hypnotiseur et sujet en même temps. C'est ça. Ok, je suis d'accord avec ça. C'est simplement que je ne comprenais pas pourquoi tu as dit que c'était instable. Ouais, parce que en fait, alors là, je fais la différence entre l'hétéro et l'auto-hypnose. En hétéro-hypnose, l'un des problèmes qu'on a, c'est que parfois, tu vas avoir des variables. Si je ne te mets pas au niveau somnambulique et je ne te stabilise pas au niveau somnambulique, parfois, tu vas émerger davantage, donc tu vas remonter. Tu vas, sur l'échelle de Harons, par exemple, on doit être à 4 au niveau somnambulique, mais tu vas remonter en 2 pour une raison ou une autre, ce qui fait que tu vas être moins à l'écoute de ton subconscient parce que tu vas plus conscientiser. Or, moi, si je te donne une suggestion, ce que j'attends, c'est que ça soit ton subconscient qui me donne la réponse au travers du conscient qui va me traduire ce que le subconscient est en train de dire. Quand on est dans une instabilité de transe, c'est souvent, je vais faire une suggestion, mais tu vois qu'il n'y a pas de retour du subconscient. La personne va être souvent dans des « je sais pas, je ressens rien, pas la moindre idée, j'ai aucune image, je vois rien, je pense à rien ». C'est souvent parce qu'il est en train de re-rationaliser trop, il est trop dans le conscient à ce moment-là, et donc on est dans une instabilité de transe, alors que quand on est en transe vraiment stable, on n'a pas ce problème-là. On a toujours des réponses, des sensations et des émotions parce que l'ouverture à l'écoute du subconscient, du conscient, de par le conscient, est beaucoup plus est constant à la place d'être variable. Le problème de la transe moins profonde et moins somnambulique, c'est qu'on a cette instabilité sur les réponses du subconscient ou de la traduction du conscient vis-à-vis du subconscient. Ah, ok. Donc, on peut avoir des doutes si ça vient de notre conscient, notre subconscient. Si on est exactement, ou incapable de traduire. Tu vois, genre, la personne, c'est les moments où parfois on vient de toucher un truc un peu vivace. Tu vois que la personne, tu viens de faire une régression, il y a un truc qui se passe, et d'un coup, tu sens que la personne, elle tente d'émerger, plus ou moins volontairement. La transe, elle se déstabilise un peu. Et à ce moment-là, on lui dit, bon, il se passe quoi? Et la personne dit, je sais pas. Ok, mais là, il a commencé quand même en theta. Il a été guidé et en fait, il est sorti. Il réémerge. Il s'est déconnecté un peu avec. Ok, d'accord. Mais normalement, en Silva, c'est pas qu'on est guidé et puis tout d'un coup, on sort. On entre en fait en alpha et le but, c'est justement de se guider soi-même. Exactement. C'est pour ça qu'on descend moins profond pour moi. Tu vois, on cherche à moins aller au niveau somnambulique. Profond. Exactement.
Oui, c'est moins profond. Mais ce qui m'a surpris, c'est que c'était aussi moins stable. Ouais, c'est moins stable parce que pour moi, c'est moins équilibré dans la notion subconscient-conscient. Tu vois, tu es moins dans le dialogue subconscient-conscient plutôt que le conscient mène sur le subconscient. Parce que tu es obligé de garder tout le temps cette notion conscient. Oui, Donc, tu as toujours, il doit servir à la fois de guide et de traducteur. Alors que quand on est dans une session d'hypnose, hétéro-hypnose, le conscient n'est plus qu'un traducteur et on ne lui demande rien d'autre que de traduire parce que le partenaire entend très bien ce qu'on dit, donc il n'y a pas de problème, son subconscient capte bien, mais il va peut-être avoir des images, des sensations, des perceptions, des gratouillis, de la chaleur, etc., qui doivent nous être traduits par le conscient. Alors qu'en alpha, pour moi, on est moins équilibré dans la transe, mais plus dans une transe consciente que subconsciente, donc moins équilibrée, mais plus consciente. Mais ce qui est logique parce qu'on est à la fois l'opérateur et le traducteur du subconscient. OK. Tu vois, pour moi, la stabilité, elle se fait dans égalité, entre guillemets, hein, entre le conscient et le subconscient par rapport à la valeur suggestion. OK. Donc, je crois que c'est plutôt une question de, j'allais dire de définition, mais de sémantique, comme tu dis souvent. Ouais. Parce que pour moi, chaque zone, chaque niveau d'onde a des avantages et des désavantages, si tu veux bien. Et justement, mais moi, je ne dirais pas que c'était instable parce que pour moi, quand j'entre à partir de bêta quand même, quand j'entre à un niveau alpha, je me sens très stable. Je me sens centrée, justement. Mais ça, c'est plutôt ma sensation. Et je crois que là, tu utilises dans un autre sens. Exactement, ouais. Non, je parle pas de ton état qui est instable. Je parle de la traduction par rapport aux suggestions et à la transe en tant que telle. Vraiment, je parle de la communication. Si tu veux, la communication est peu stable. C'est comme si d'un côté, tu avais une communication claire en est en somnambulique, du conscient vers le subconscient, du subconscient vers le conscient, alors qu'on va avoir plus de distance entre le conscient et le subconscient quand on est en alpha, ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas en onde et connecté. Tu vois, c'est comme si l'autre est à l'autre bout du monde, mais qu'il y a un peu tu l'entends moins bien, tu entends moins sa voix, mais tu es quand même capable de communiquer avec. J'ai pensé à quelque chose. Quand on fait les cas, par exemple. Alors, franchement, pour moi, on est vraiment frontière alpha, theta quand on fait les cas quand même. Mais l'orienteur dit même, tu vas peut-être avoir l'impression que tu inventes. Continue, c'est la bonne impression, suis tes premières impressions. Et là, effectivement, c'est un moment où le sujet en alpha est en train de dire, est-ce que c'est mon conscient et c'est que mon subconscient? Qu'est-ce qui est vrai? Voilà, OK. Et si tu reprends Hellman, on accepte ça peut être le cas et c'est uniquement la pratique où on reconnaît justement c'est quelle partie de nous-mêmes. Exactement. Et si tu reprends Hellman, à ce moment-là, tu vois, alors là, on est pile poil dans la sémantique hellmanienne. À ce moment-là, c'est retour du facteur critique potentiel. On a descendu au maximum le facteur critique, même s'il sera toujours un peu là, mais on le descend au minimum. Et pendant les cas, tu as ce facteur critique qui, à la base, on est plus bas, ça devrait être plus stable, mais il y a un doute qui risque d'arriver. S'il y a le doute, et d'ailleurs, c'est super qu'il y ait cette suggestion-là, le facteur critique va revenir à dire non, mais ce que je dis, c'est n'importe quoi. Si on se dit ça, on est en train d'émerger davantage plutôt que conserver le niveau de transe qu'on veut être stable avec justement toutes ces idées peut-être saugrenues qui viennent, mais qui vont être traduits par le conscient et qu'on veut être traduits et qu'on laisse simplement venir depuis le subconscient. Mais on a le même problème quand on fait une régression. Quand on guide une régression, souvent le sujet dit c'est pas possible, je dois inventer tout ça, ou je l'ai de télévision. Et tu dois les rassurer pour justement continuer comme ça, suis tes premières impressions. Ouais, exactement. À partir du moment. C'est pour ça que le somnambulique, le préto qui nous emmènera au somnambulique à un moment ou à un autre, logiquement, et on revient au basique de l'hypnose, il ne faut pas qu'il y ait de doute et de peur. Alors, les doutes, il y en aura toujours, mais il ne faut surtout pas qu'il y ait de peur. Mais il ne faut pas que les personnes commencent à avoir peur de ce qu'ils sont en train de penser, de se dire c'est débile, c'est n'importe quoi, qui amènerait du doute. Donc, il faut toujours, à un moment donné, faire évacuer ça pour créer un équilibre et dire tout ce que tu vas dire maintenant, c'est complètement juste, t'en fais pas. Il n'y aura pas de jugement là-dessus, tu y vas, tu te fais plaisir. Et c'est pour ça que certains hypnotistes vont très très vite. Réponds-moi rapidement, réponds-moi. Dis-moi tout ce qui vient dans les 3 premières secondes. Tac, 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 tac. Oui, voilà. Et pareil aussi, quand on travaille un cas, l'orienteur n'est pas supposé laisser l'autre en silence. Parce que si on est en silence, il commence à trop réfléchir avec sa logique.
Donc, on lui bombarde de questions et puis, justement, comme tu dis, réponds-moi, première impression, même si tu ne comprends pas, dis ce que tu ressens. Oui, et c'est presque le même processus pour les faits, vraiment fier à leur subconscient. Exactement. Ouais, à voir. Ben, tu vois, je trouve que contournement du facteur critique, diminution du facteur de jugement, ça veut tout dire. C'est vraiment ça. Dès que le facteur de jugement ou le facteur critique revient, il y a ce doute et ce doute, bah, nous fait un petit peu émerger. Ça ne veut pas dire qu'on n'est plus dans des niveaux intéressants, mais plus il revient et plus ça peut être compliqué, notamment sur les cas, notamment sur des visualisations qu'on peut se faire pour soi, sur l'avenir, ou même, tu vois, on reprend le verre d'eau. Non, mais non, ça m'étonnerait que ce soit ce signe-là. Non, mais c'est un super bon signe. Ne t'embête pas. Tu as demandé d'avoir un signe, tu as un signe, ton subconscient a capté un signe. Laisse, c'est bon. Ça veut dire que c'est OK. Mais cette difficulté, la critique dit non, mais c'est pas assez clair. Oh, je suis pas sûr. Oh, c'est bizarre. Ouais, mais non. Et à partir de là, on sait que ça devient complexe. Oui. Et justement, comme tu sais, moi, je viens d'avoir une réponse très, très claire. Ben là, il ne peut pas y avoir plus clair. Génial. C'est absolument génial. Attends, je regarde. On est dans les temps de la première vidéo. On se stoppe là, on recommence sur la… Oui. Donc, bien sûr, si vous avez déjà des questions à ce sujet-là, ces sujets-là, là, on est en train de parler de l'aspect psychothérapeutique ou même de l'aspect hypnotique. N'oubliez pas, vous pouvez aussi nous poser des questions plus hypnotiques. Lee est une grande hypnotiste, donc n'hésitez pas. Comme ça, on pourra compléter toujours dans l'esprit Sylva. Et comme d'habitude, vous nous laissez les commentaires sur Facebook, YouTube. On y répondra le plus rapidement possible. Be one.